Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la review et donc mon analyse du dernier pay-per-view donc de la WWE, à savoir Money in the Bank 2017. Je préfère vous annoncer la couleur dès maintenant, j'ai quand même beaucoup de négatifs à dire là-dessus. Voilà, au moins vous êtes prévenus. Je vais pas perdre de temps, je vais commencer directement comme d'habitude par les caractéristiques du show. Donc en fait, le show s'est forcément tenu le 18 juin 2017. C'était à Saint Louis dans le Missouri. C'était au Scottrade Center, donc c'est pareil une salle où la WWE va assez souvent. Et pour ce qui est donc du thème musical du pay-per-view, c'était Money in the Bank de Jim Johnston, le même thème qu'on entend depuis 2011. Donc je ne vais pas le dire à chaque fois, mais ce serait bien quand même de changer l'année prochaine parce que j'en ai ras-le-bol de ce thème. Voilà, bah écoutez, je vais déjà attaquer le kick-off puisqu'en fait on a eu un match annoncé après que je sorte ma vidéo pronostic. Donc c'était les Hype Bros qui faisaient donc leur retour, hein, puisque donc Zack Ryder a fait son retour de blessure cette semaine à SmackDown face aux Colons, donc Primo et Epico. Et puis bah voilà, sans grande surprise, eh bien ce sont les Hype Bros qui se sont imposés. J'en pense absolument rien, je n'ai pas regardé le match, ça doit faire au moins 3-4 pay-per-view de suite que je ne regarde même plus le kick-off parce que j'en ai strictement rien à foutre et de toute façon ça n'apporte rien, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, victoire des Hype Bros. Voilà, bah écoutez, on va pouvoir attaquer donc le show principal. Et donc l'opener de ce Money in the Bank 2017, c'était le Money in the Bank ladder match féminin. Très bon choix, pour moi c'était le choix à faire. Ils étaient obligés de commencer par ce match, ils étaient obligés. Tu pouvais pas mettre le match tag team ou n'importe quel match en fait. Pour moi c'était ce match-là ou rien. Tout autre choix que ce match, pour moi ça aurait été une mauvaise décision. Donc, je vais rappeler les participantes. On avait Natalia, Carmella, Tamina, Becky Lynch et Charlotte Flair. J'ai d'ailleurs bien aimé, même beaucoup aimé, le petit clip d'avant-match où ils ont présenté l'évolution des Women et tout le machin. Et j'ai vraiment bien aimé ce petit clip. Donc, voilà, donc ça c'était note à part. Mon avis sur ce match qui était forcément très très attendu de la part des fans. Je vais déjà donner mon avis sur le match en lui-même, on va dire ce qui m'a dérangé, donner mon bilan du match déjà. En fait, ce qui m'a dérangé dans ce match, c'est que j'avais l'impression que c'était très chorégraphié. En fait, ça se voyait trop. Ça se voyait vraiment trop que c'était chorégraphié. Et je vous l'ai déjà dit, mais quand je ressens, quand j'ai ce sentiment, ça me sort du match et j'aime pas. J'aime pas du tout. Quand tu vois vraiment que c'est scénarisé, que tout est prévu à l'avance, je n'aime pas. Ça n'allait pas. C'est-à-dire que les meufs mettaient, j'avais l'impression que le match c'était au ralenti, qu'elles mettaient trois plombes à installer une échelle, à monter. Enfin, c'est encore pire que les mecs. Déjà que les mecs, bon, nous on est encore habitués parce que dans le passé on a toujours été habitués à voir les mecs galérer à monter sur les échelles. Mais là, c'était encore pire, quoi. J'avais l'impression qu'elles étaient au ralenti. J'avais l'impression d'avoir mis vitesse moins 0,5 sur YouTube. Alors qu'en fait, pas du tout. Voilà, donc déjà, ça m'a vraiment pas mal dérangé. Donc, début de match, c'est Tamina qui a dominé. J'étais d'ailleurs assez surpris. J'ai noté quand même qu'on a eu quelques utilisations d'échelles. Il n'y a pas eu de spot majeur à noter, en tout cas, je veux dire, avec des échelles. On a eu quelques belles prises par-ci par-là. Pour moi, le spot du match, c'était donc le saut de Charlotte à l'extérieur du ring sur Tamina et Natalia. C'était un genre de moonsault. Charlotte qui, comme d'habitude, nous régale hein, de toute façon. Donc sinon, je vais revenir directement à la fin du match. Donc en fait, toutes les women c'était KO. Et donc en fait, on a James Ellsworth qui a essayé de réanimer Carmella, mais elle était vraiment complètement sonnée. Et donc, ben, James Ellsworth a commencé à monter sur l'échelle pour essayer d'aller chercher euh, la mallette. Et ça m'a pas vraiment surpris. Je m'y attendais un petit peu. Je me suis dit, à mon avis, James Ellsworth pendant le match, il va vouloir intervenir. C'était prévisible. Et puis je le vois monter, 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 et puis il commence à toucher la mallette, et puis je vois qu'il n'y a personne qui arrive. Je me dis, attends, ils vont quand même pas finir ce match là-dessus. Eh ben si. Si, ils ont fini le match là-dessus. Donc voilà, James Ellsworth décroche la mallette pour Carmella. Et à ce moment-là, donc je vois James Ellsworth qui est très content. Voilà, il tourne autour du ring et tout ce que vous voulez. Et je me dis,
voilà, les arbitres, ils vont dire, attends, tu fais pas partie du match, euh, bah, le match continue, quoi. Et puis, bah, je les vois en train de discuter. Et je comprends pas. Je me dis, attends, mais pourquoi ils discutent? Il n'y a pas à discuter. Le mec ne fait pas partie du match. What the fuck, tu vois? Mais déjà, je comprenais pas. Et donc là, on a James Ellsworth qui prend le micro et qui dit, voilà, Carmela est la nouvelle Mister Money in the Bank. Donc là, je me dis, ok, mais là, les arbitres, ils vont lui dire peut-être quelque chose. Et non, non, non. Ah non, non, bah non. Bah les arbitres, attendez. Bah James Ellsworth a dit que c'était terminé, donc le match est terminé. On se fout de ma gueule. Concrètement, on se fout de ma gueule. Genre, ça veut dire que demain, je vais dans le public pour le pay-per-view. J'ai envie, en plein milieu du match, d'aller décrocher la mallette et de dire, j'offre cette mallette à Natalia. Natalia gagne le match. Vous foutez de ma gueule. Vous vous foutez de ma gueule. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est de la putain de merde. Je chie sur cette fin de merde. Voilà, je le dis, c'est de la merde. Avant le match, on nous met une putain de promo en nous disant oui, les femmes à la VE, ça a évolué. Maintenant, elles ont leur propre match, leur propre stipulation, tout ce que vous voulez. Elles ont leur premier Money in the Bank ladder match. Qui c'est qui décroche la mallette? Un mec. Tu te fous de ma gueule? Moi, je prends ça, franchement, je vous le dis franchement. Je suis une meuf qui fait partie du match, ou bien même une meuf à la VE, hein, qui travaille pour cette compagnie, je me prends ça, je vois ça, je me prends une claque. Je me sens insulté, hein. Vraiment. C'est de la merde. De la merde en boîte. Et venez pas me sortir que c'est pour que Carmela ait du hit, hein, qu'elle se fasse siffler. Non, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. C'est vraiment de la merde. Je peux pas vous dire autre chose que ça. Pour moi, c'est de la merde. De la merde. Et attendez, je cherche encore le dernier mot. Ah oui, c'est de la merde. Voilà. C'est de la grosse merde. Pour moi, c'est pas défendable. C'est nul, nul, nul. Nul. Zéro. Zéro. Franchement, franchement, hein, on m'aurait dit ça ce week-end. Oui, Ellsworth, il va décrocher la mallette et il va donner la victoire à Carmela. J'aurais pris ça comme une blague, tu vois. Eh ben non. La VE, ils l'ont fait vraiment. Eh ben, fuck them. Voilà. Désolé, hein, je suis peut-être violent, il y a des insultes, mais là, franchement, je peux pas rester calme. C'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Voilà, je pense que vous avez assez entendu le mot merde dans cette vidéo. C'était nul. Je vais pas m'éterniser sur ça. Donc voilà, victoire de Carmela. Je n'ai pas du tout aimé la fin. La fin est absolument ignoble, horrible. Le match en lui-même était beaucoup trop chorégraphié. Il y a eu quand même quelques bonnes prises par-ci par-là. C'était le premier MITB Ladder Match. J'étais un petit peu généreux parce que c'était leur premier. J'ai mis la moyenne, j'ai mis 6 sur 10, mais clairement c'était décevant. En plus, le match a duré 14 minutes. C'est pas énorme. Pour un MITB Ladder Match, 14 minutes, pour moi, c'est pas énorme. Donc j'ai mis 6 sur 10. Ensuite, le deuxième match de la soirée, donc c'était pour les WWE Tag Team Championships. Donc c'était le New Day face aux Usos. Donc match que je n'attendais pas forcément plus que ça, hein, c'est ce que je vous avais dit. Match qui a duré 13 minutes, donc c'est une bonne durée. Donc alors, match qui a commencé avec les Usos qui ont dominé le match en fait. Voilà, pendant environ 5-6 minutes, ils ont dominé le match au début en s'en prenant à Kofi Kingston suite à une lourde chute de Kofi à l'extérieur du ring. Ils ont notamment fait une double souplex directement sur le poteau. Ils ont fait un bon taf, voilà, ils ont fait un bon taf sur Kofi. Et donc forcément, comme dans tous les matchs tag team, hein, au bout d'un moment, Kofi a réussi à aller faire le tag avec Biggie. Je m'attendais à avoir un match plutôt sympa. Et au final, on a eu un putain de bon match, vraiment. Pour moi, c'est le meilleur match tag team dans le main roster depuis très longtemps. Je pourrais pas vous dire depuis combien de temps, mais depuis vraiment très très longtemps. Pour moi, ce match a été meilleur que tous les matchs en 2016 dans le main roster. 2015, je pourrais pas vous dire parce que j'ai pas une mémoire de dingue, mais ce match pour moi a été le meilleur depuis au moins un an. Je dis bien au moins. C'était très bon. C'était limite digne d'un NXT Takeover. Sincèrement, j'ai trouvé le match génial. Euh, Vraiment, je vais pas m'attarder plus longtemps que ça sur ce match, mais je l'ai vraiment trouvé très bon. Il y a juste la fin que j'ai pas aimé, donc je vais y revenir du coup. Alors, donc en fait, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? On a le New Day qui a porté son Midnight Hours, donc sa prise de finition. Je me suis dit, bon, ok, bah, le New Day vont devenir champion. Et donc, en fait, on a l'un des Usos donc, qui a tiré donc, son frère à l'extérieur du ring.
Et les deux en fait se sont laissés décompter à l'extérieur du ring. En fait, ils ont pris leur ceinture et se sont barrés dans le public. Je n'aime pas la fin. Voilà, je pense comme beaucoup, j'ai vu que tout le monde était déçu de la fin. Ben, c'est un petit peu normal, hein, on va pas se le cacher. Encore cette fin-là, ça passe. Je peux comprendre, entre guillemets, c'est des heals et ils fuient le combat. Je peux comprendre. Même si je n'aime pas, c'est déjà plus compréhensible que le premier match. Mais c'est vrai que c'est dommage. J'aurais voulu avoir une fin mieux que ça, plus originale, on va dire. Mais c'était vraiment un très bon match. Franchement, j'en attendais pas grand-chose de ce match. Bah vraiment, c'était pour moi le deuxième meilleur match de la soirée. C'était vraiment très très plaisant comme match. Du coup, j'ai mis 8,5 sur 10. Et à mon avis, on aura la revanche entre les deux équipes lors du prochain pay-per-view de SmackDown, à savoir Battleground. Mais c'était vraiment un très bon match. Ensuite, le troisième match de la soirée, donc c'était pour le Women's Championship. Donc c'était Naomi, la championne, face à Lana. C'est un match que j'attendais bien évidemment pour voir ce que valait Lana dans un ring. Match qui a duré apparemment 8 minutes. Donc pareil, encore une fois, je vous le dis, c'est du Jean-Michel à peu près. J'ai pas les durées exactes. Donc voilà, le match a duré environ 7 minutes 30, 8 minutes. Ce qui est pas énorme dans l'ère actuelle pour ce qui est des matchs féminins. 8 minutes, c'est pas énorme. Euh, alors, mon avis sur ce match et sur la performance de Lana, hein, forcément, c'est ce que je vous avais dit, j'allais donner mon avis sur Lana. Alors, je vais pas juger Lana sur un match parce que ce serait sévère, mais en tout cas, sur ce match-là, j'ai pas aimé. J'ai noté sur Twitter, et ça m'est venu juste après le match, en fait, que Lana faisait que de crier et que en fait, si je fermais les yeux, j'avais l'impression de voir une mouette, en fait. J'avais l'impression d'entendre une mouette qui chante, un goéland, une mouette, enfin n'importe quel oiseau que vous voulez, quoi. C'était d'ailleurs assez gênant, c'était mal joué de la part de Lana, je trouve qu'elle joue assez mal. Elle crie trop. En fait, elle a dominé le match suite à, je crois, une mauvaise réception de Naomi. Et elle a travaillé sur sa jambe, en fait. C'était mal joué, c'était mal fait, c'était mauvais, hein. Je ne veux pas passer par quatre chemins, pour moi c'était mauvais. Mauvaise performance de Lana, j'ai pas aimé. Sinon, donc, je vais revenir à la fin du match, parce qu'encore une fois, je ne vais pas m'attarder très longtemps là-dessus. En fait, à la fin du match, en fait, on a Carmella qui arrivait dans le match en faisant jouer sa musique avec un arbitre. Donc je me dis, ok, donc bon, elle va cacher sa mallette. Et finalement, elle se dit, ah bah non, bah attendez, bah je vais attendre. Donc du coup, elle attend en ringside. Et derrière Naomi surprend Lana. Elle lui porte sa prise de soumission. Donc je ne sais pas comment elle appelle ça. Et voilà, Lana abandonne. Pas fan de la construction du match, pas fan de la performance de Lana, pas fan du match en fait. J'ai mis 3 sur 10, j'ai vraiment pas aimé. Et finalement, Carmela n'a pas caché sa mallette. Ce qui est, je sais plus qui a mis ça sur Twitter, et c'est pas con du tout, puisqu'en fait, je sais pas si vous l'avez vu, mais pendant en fait le show, on a Daniel Bryan et Shane McMahon qui ont tweeté pendant le show en disant que ce n'était pas normal par rapport à la victoire de Carmella suite du coup à ce qui s'était passé avec James Ellsworth. Et du coup, ils ont dit qu'il allait y avoir une annonce à SmackDown. Euh, je ne comprends pas. Encore une fois, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi, en fait, si ça les dérange tant que ça, pourquoi Shane ou Daniel ne sont pas venus à la fin du MITB pour gueuler et pour dire non, non, ça se finit pas comme ça, le match continue. Je ne comprends pas. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Et Carmela non plus. Elle sait très bien qu'il va y avoir une annonce. Potentiellement, on peut lui retirer la mallette. Pourquoi tu ne tentes pas de cacher ce soir-là? C'est pas logique non plus. Bref, c'est incohérence totale. Incohérence totale. C'est n'importe quoi. Bref. Donc voilà, match qui m'a pas plu, j'ai mis 3 sur 10, et voilà. Ensuite, je vais pas rester très longtemps là-dessus, mais voilà, on a eu les débuts de Mike Bennett et Maria Kanellis, donc qui ont fait officiellement leur début du côté de SmackDown. Donc j'en avais parlé, je me rappelle dans une vidéo news que j'avais sortie je crois en avril, que voilà c'était très possible que les deux viennent à la WWE du côté de SmackDown pour répondre à l'US Open Challenge de Kevin Owens. Et bien voilà, ils sont à SmackDown. Alors, je vais pas juger
parce que je les ai pas encore vus catcher, je les ai pas vus en action, tout ce que vous voulez, et je vais pas juger un catcheur, enfin un couple, on va dire, sur une apparition d'environ même pas 3 minutes. Ce serait complètement débile de ma part. Maintenant, je vais vous donner mes premières impressions. Je ne suis pas fan du thème musical. Et vu le titantron avec tous les cœurs en mode je t'aime, tout ce que vous voulez, le couple en mode Cupidon, tout ce que vous voulez, je sens que je ne vais pas aimer. Après, j'attends de voir, je vais pas juger, je n'ai pas vu. Je n'ai rien vu presque. Je peux pas juger maintenant, c'est beaucoup trop tôt. Mais du peu que j'en ai vu, je pense pas que je vais accrocher. Après, ça peut être un peu le couple glamour de SmackDown, un peu comme Miz et Maryse. Euh, en plus cheap, à mon avis. Mais j'attends de voir. Voilà, j'attends de voir. Maintenant, pour moi, est-ce que ils ont bien fait de débuter à Money in the Bank? Non. Moi, je les aurais fait débuter à SmackDown. Je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça à Money in the Bank? Je comprends pas. Ensuite, avant dernier match de la soirée, donc c'était pour le WWE Championship. On avait Jinder Mahal contre Randy Orton qui était donc à la maison Saint-Louis dans le Missouri. À noter que Jinder Mahal est arrivé en premier sur le ring. Je ne comprends pas, encore une fois, je ne m'acharne pas parce que c'est Randy Orton, mais ce n'est pas logique. Normalement, le champion arrive en deuxième. Et j'en ai rien à foutre que le mec soit à Saint-Louis, qu'il est chez lui, je m'en fous. Le champion, normalement, arrive en deuxième. C'est normal, c'est une logique. Hein. Bon, j'ai bien compris que la VE s'était assis sur la logique depuis longtemps, ça je le sais. Hein. Mais bon, bref, ça m'a un peu dérangé quand même. Petite chose à préciser, donc il y avait plusieurs légendes en ringside. Il y avait notamment donc Ric Flair, le père d'Orton, donc Bob Orton, le sergent Slaughter, voilà, il y en avait d'autres également. Donc le match en lui-même, je vous l'avais dit, hein, c'était pas un match que j'attendais, bien évidemment. Hein, match qui a duré 21 minutes. 21 minutes. C'est trop les gars, c'est beaucoup trop. Rajoutez des minutes au Money in Bank Ladder Match féminin. Ou au match après, j'en sais rien, mais 21 minutes d'Orton Mal, pour moi c'est trop. Je vous dis franchement, c'était trop. Mon avis sur ce match, ben, comme leur match à Backlash, je l'ai trouvé long et chiant en fait. Je me suis un peu ennuyé, hein, voilà. Euh, on a eu un long travail de Jinder Mahal sur la jambe de Randy Orton. C'était hyper chiant, vraiment. En plus, vous le savez, mais en général, je ne suis pas spécialement fan de cette technique. Quand ça dure vraiment longtemps, ça me saoule. Le public était forcément investi dans le match puisque bah, Randy Orton était là. Mais ça aurait été n'importe quelle foule hors de Saint-Louis. Je pense que le public serait décédé, hein, clairement. Je me suis ennuyé. J'ai trouvé le match quand même un peu mieux, vraiment un peu mieux que leur match à Backlash. On a eu beaucoup de ressemblances avec leur match à Backlash. Il y a eu très peu de modifications au final. Donc en fait, à un moment, on a notamment eu un RKO de Orton sur Mahal, et comme à Backlash, vous avez les Singh Brothers qui ont tiré les pieds de Mahal. Et donc en fait, à la fin du match, justement, l'arbitre voulait disqualifier bah, Mahal et faire gagner du coup Orton par disqualification. Orton a supplié l'arbitre de continuer le match, donc le match a continué, mais l'arbitre a exclu les Singh Brothers du ringside. Et donc en fait, les Singh Brothers ont agressé le père de Randy Orton. C'était pas du tout prévisible. Hein. C'était obvious as fuck, putain de merde. Donc forcément, Orton, il était vénère. Hein. T'as touché à mon papa, je vais te défoncer. Donc du coup, Orton a fait exactement comme à Backlash. Il a défoncé les Singh Brothers avec un RKO donc, sur l'un des deux donc, sur le sol à l'extérieur du ring. Et l'autre s'en est pris indirectement sur la table des commentateurs. Alors même si le match m'a cassé les couilles, c'était un beau RKO. Celui sur la table des commentateurs, j'ai bien aimé. Et forcément, le truc qui était prévisible, mais à 1000 km, Orton retourne sur le ring. Qu'est-ce qui se passe? Mal met un coup de pied dans le genou meurtri d'Orton et enchaîne avec le calasse, le colosse. Je sais plus comment il appelle cette prise d'ailleurs, que je ne trouve pas crédible, putain.
Ce serait bien qu'il trouve une prise plus, je sais pas, plus crédible que ça, parce que je trouve que cette prise est vraiment trop light. Et voilà, Jinder Mahal bat Randy Orton là-dessus. Je trouve que il faut qu'il change de prise de finition. Vraiment. Vous me ferez pas croire qu'avec cette prise-là, Jinder Mahal peut battre John Cena. Même avec Orton, j'y crois pas. Alors, John Cena, je vous laisse imaginer, je ne peux pas croire en ça. Pas après toute la carrière de Randy Orton, pas après tous les grands matchs qu'il a eu, les grands adversaires qu'il a eu. Le mec peut pas se dégager de cette prise. J'y crois moyen. Je vous dis franchement, j'y crois vraiment moyen. Je dirais même que je n'y crois pas. Voilà. Je ne peux pas y croire, désolé. Donc le match pour moi était trop long, c'était boring, c'était un peu mieux qu'à Backlash, j'ai trouvé. Mais c'était quand même c'était painful to watch. Surtout après le début de show qu'on s'est tapé. Donc j'ai mis 5,5 sur 10, donc c'est 0,5 points en plus par rapport au match de Backlash. Mais même discours que pour Backlash, pour moi ce n'est pas digne d'un match pour le WWE Championship. Ensuite, on va passer à l'avant-dernier match du pay-per-view. C'était un match qui n'était même pas prévu à la base. C'était The Ascension contre les Fashion Police. Donc Tyler Breeze et Fandango. Je vais être expéditif là-dessus. Victoire donc des Fashion Police avec un roll-up de Fandango sur Victor. Donc voilà, victoire des Fashion Police. Je n'en pense rien. Match qui a duré 4 minutes. J'ai mis 3 sur 10. Je me trouve même généreux, mais bon, bref, 3 sur 10. C'est ce qui s'appelle un match bouche-trou. J'étais vraiment censé être intéressé par ça. Genre, vraiment. J'aime bien les Fashion Police. Hein. J'ai rien contre The Ascension. Bon, bref, même s'ils sont très mal utilisés, les The Ascension. Hein. Très mal bookés, tout ce que vous voulez. Hein. C'est pas des équipes que je déteste ou autre. Hein. Mais je m'en fous. Je m'en bats les couilles. Il n'y a aucune build-up. C'est le genre de match que j'en ai rien à foutre. Voilà, je vais pas passer par 4 chemins. Je m'en branle, quoi. Donc voilà. Et enfin, le main event, c'était le match que tout le monde attendait. C'était le Money in the Bank ladder match masculin. Donc on avait AJ Styles, Dolph Ziggler, Kevin Owens, Sami Zayn, Shinsuke Nakamura et Baron Corbin. A noter qu'avant même que le match ne commence, Nakamura s'est fait attaquer par Baron Corbin à coups d'échelle. Enfin bref, voilà, il s'est fait défoncer avant même qu'il ne puisse rentrer sur le ring. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Je me suis dit, est-ce que Nakamura va revenir avant la fin? Franchement, j'en avais aucune idée. Donc voilà. Donc match qui a duré 30 minutes. C'est le match le plus long de la soirée. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve que ça a limite été un peu trop long. J'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques longueurs dans le match. Voilà. J'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop long, 30 minutes. Sinon, le match en lui-même, bah, il était très bon. Sincèrement, il était très bon. Il y a eu des bons petits spots quand même. J'ai surtout, enfin, ce que j'ai relevé, on va dire au niveau des gros spots, on a eu un moment Sami Zayn qui a balancé Owens directement sur l'échelle du haut de la troisième corde. D'ailleurs, il est très mal retombé. Enfin, c'était assez hard comme, comme spot. On a également eu un choke slam de Corbin sur Styles directement sur l'échelle. On a également eu un genre de FU euh, de Styles sur Owens directement sur l'échelle. Pour moi, c'était limite le spot le plus violent du match. D'ailleurs, ça s'appelle pas le FU, mais j'ai perdu le nom de la prise. Ça y est, je l'ai perdu. Ça ressemble au FU, mais c'est pas un FU. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, depuis tout à l'heure, j'essaie de retrouver le nom. Je n'y arrive pas, désolé. J'ai un trou de mémoire. Et sinon, pour moi, le spot du match, ça a été le Sunset Flip Powerbomb de Sami Zayn du haut de l'échelle sur Dolph Ziggler. Parce que déjà, bah, je trouve ça assez impressionnant. Et de deux, c'est toujours très compliqué à bien réaliser. Parce que c'est peut-être l'une des prises les plus dures à porter, le Sunset Flip Powerbomb. Surtout du haut d'une échelle. Là, ça va, ils l'ont pas botché. Et quand ce n'est pas botché, ça rend vraiment bien à l'écran. J'aime beaucoup cette prise. Sinon, en fait, à la fin du match, en fait, on avait Baron Corbin qui était tout seul. Il allait décrocher la mallette. Et là, qui c'est qui revient? Nakamura. Donc, ça m'a pas dérangé qu'il revienne Nakamura. Par contre, pourquoi, putain de merde, pourquoi ils sont obligés de lancer sa musique? What
The fuck? Est-ce qu'on peut m'expliquer? Est-ce que quelqu'un a une explication? Je ne vois pas l'intérêt. Je me souviens lors de WrestleMania 22, je crois, Ric Flair était sorti sur civière. Il est revenu à la fin du match. Euh, il n'y a pas eu sa musique à jouer. Le Miz, lors de Money in the Bank 2011, c'est pareil. Enfin bref. Donc voilà, Nakamura revient. Il défonce tout le monde. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Il a défoncé tout le monde. Et là, le moment un peu du match, hein, c'est le face-à-face entre AJ Styles et Shinsuke Nakamura. Forcément, alors là, tu as le public qui était mais à 2000% dans le match. Ils ont réveillé toute la salle. Très beau face-à-face d'ailleurs. Gros teasing peut-être pour le main event de WrestleMania, ce serait tellement énorme. Gros teasing en tout cas ce face-à-face entre Styles et Nakamura. Et donc vraiment la fin du match était vraiment très bonne entre Nakamura et Styles. Ils étaient tous les deux en haut de l'échelle. Et là, Corbin arrive et balance. Donc voilà, donc en gros, balance l'échelle. Donc les deux se prennent la troisième corde. Tous les deux tombent à l'extérieur du ring. Et Corbin décroche la mallette. Donc voilà, Mr. Money in the Bank 2017, le baron Corbin, Baron Corbin. Voilà, alors, vous le savez, je ne suis pas fan de Baron Corbin. Maintenant, je ne vais pas faire mon hypocrite, je ne vais pas changer de discours parce que c'est Baron Corbin et que je ne suis pas fan du mec. C'est un jeune, je peux pas me plaindre. Voilà, c'est un jeune, on sait qu'ils veulent le mettre en avant, ils l'ont fait gagner, et voilà. Voilà, c'est pas le choix que je voulais, hein. Mais voilà, j'aurais largement préféré Sami Zayn, même Kevin Owens ou bien même AJ ou voilà, je suis pas fan de Baron Corbin, mais c'est un choix logique et je peux pas me plaindre. C'est un jeune, ils le mettent en avant, c'est bien. Je préfère ça qu'un vétéran ou bien un mec qui l'aurait pas forcément mérité. Donc voilà, Baron Corbin, Mr. Money in the Bank, c'est un très bon match. Sincèrement, c'est un très bon match. J'ai quand même ressenti par moments quelques lenteurs. J'ai d'ailleurs trouvé que le match avait mis un petit peu de temps avant de vraiment démarrer. Mais c'était vraiment un très bon main event. Le meilleur match de la soirée. Donc au niveau de la note, j'ai mis 9 sur 10. Oui, pour moi, c'est l'un des meilleurs Money in the Bank ladder match de l'histoire. Peut-être pas le meilleur, mais c'est en tout cas l'un des meilleurs. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà. Voilà, bah écoutez, en faisant l'addition des notes que j'ai mis donc au match de ce pay-per-view, on arrive à une moyenne de 5,8 sur 10. C'est pas une note exceptionnelle, hein. Mais au final, c'est pour moi pas volé. Je veux dire, sincèrement, j'attendais pas ce show plus que ça, parce que franchement, à part les deux Money in the Bank ladder match, c'était pas un show qui m'emballait des masses. Et même sans l'attendre plus que ça, ils ont quand même réussi à me décevoir un petit peu quand même. Parce que honnêtement, t'enlèves le main event, qui est très bon. T'enlèves le tag team match entre le New Day et les Usos, qui est vraiment très bon. Pour moi, c'est la surprise du pay-per-view. T'enlèves ces deux matchs-là, franchement. T'as le MITB ladder match féminin que je trouve passable, décevant. Je m'attendais vraiment à mieux. T'enlèves le WWE Championship match, long, boring, pas à la hauteur d'un match pour le WWE Championship. Et puis ben, t'as le Naomi Lana que j'ai trouvé affreux, avec un acting de Lana vraiment pas terrible. Et puis bah, t'as le Fashion Police contre The Ascension qui pour moi n'a pas sa place en pay-per-view et qui est voilà, enfin, beaucoup trop court, pas mauvais, mais beaucoup trop court. Et sans oublier, en plus de ça, le segment avec Mike Bennett et Maria qui pour moi n'a pas sa place en pay-per-view. Sans oublier, en plus de ça, la fin du match pour le MITB féminin. Il y a beaucoup de négatifs dans ce show quand même. Je retiens plus de négatifs que de positifs et c'est dommage. J'ai rarement vraiment été déçu par les pay-per-view Money in the Bank. Bah, moi j'ai été déçu par l'édition 2017, je vous le dis franchement. Et à titre de comparaison, entre Money in the Bank et Extreme Rules, j'ai préféré Extreme Rules. Parce que même si c'était pas un pay-per-view extrême et que du coup le nom me fait assez rire, hein, parce qu'il y avait absolument rien d'extrême dans ce show, au niveau de la qualité in-ring, ça a été beaucoup plus solide. Pour moi, ça a été beaucoup plus solide overall, on va dire. Il n'y a eu que le kendo stick on a pole qui était catastrophique.
Mais à part ce match-là, de mémoire, ça a été un show solide du début à la fin. Est-ce qu'on peut en dire de même pour Money in the Bank? Absolument pas. C'est pas parce qu'on a eu deux matchs qui étaient vraiment vraiment bons que je vais dire que le show a été sauvé. Non, pour moi ce n'est pas assez pour un pay-per-view, surtout pour Money in the Bank. Donc je sors vraiment vraiment déçu de ce pay-per-view. Ben voilà, ben écoutez, maintenant vous connaissez mon avis sur ce pay-per-view. Maintenant j'attends de connaître le vôtre en commentaire, connaître votre avis donc sur le show, connaître votre avis sur les deux détenteurs des mallettes, donc à savoir Baron Corbin pour les mecs et Carmella pour les femmes. Qu'est-ce que vous pensez de la fin du match avec Ellsworth qui décroche la mallette pour Carmella? Qu'est-ce que vous pensez des différents résultats de la soirée? Et puis bah voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas donc à commenter, liker et partager la vidéo si le cœur vous en dit. On se retrouve en fin de semaine pour le WWE Rewind numéro 9. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.